Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la bataille des alliances politiques fait rage sur la route d'Etoudi 2018. Contre toute attente, Christian Penda Ekoka, conseiller du président de la République, soutient désormais le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle. Et dans le camp du pouvoir, c'est un chasseur de lions qui change de fusil d'épaule et qui désormais soutient son principal adversaire politique durant ces 20 dernières années. Jean-Jacques Ekindi compte battre campagne pour Paul Biya. Au-delà de ces transhumances politiques, vous suivrez dans ce journal les séquences fortes de ce bras de fer engagé entre les partisans de Cabral Libye et les autorités administratives à propos de l'interdiction du meeting de Cabral Libye projeté un jour de campagne électorale. Les multiples stratégies de sensibilisation peinent à améliorer le rythme cardiaque des Camerounais. Ils sont toujours victimes et de plus en plus victimes de l'hypertension artérielle, premier facteur à risque des maladies cardiovasculaires. Dans ce journal, des experts en santé publique tirent la sonnette d'alarme. Vous les suivrez dans la page de santé du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette image qui fait le tour des réseaux sociaux et qui alimente les sujets de conversation dans les milieux politiques et les milieux sociaux au Cameroun, celle de Christian Penda Ekoka, conseiller à la présidente de la République, et le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle. Celui qui était jusqu'ici un militant du RDPC a démissionné, quitté les rangs du parti au pouvoir et rejoint la coalition qui soutient le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle. Christian Penda Ekoka estime que le professeur Maurice Kamto répond aux critères du candidat capable d'amorcer l'alternance démocratique au Cameroun. Il était face à la presse à Yaoundé. Je vous propose de l'écouter. Je dois m'oublier et mettre l'intérêt général au-dessus de l'égoïsme personnel. Notamment mettre l'intérêt des jeunes gens, l'espoir des jeunes gens qui représentent la majorité de cette population. Comme vous le savez, 80% de la population camerounaise a moins de 35 ans. Et mettre leur intérêt au-dessus de mon intérêt. Voilà pourquoi le 7 octobre est un moment important. Nous avons tous ces candidats à l'élection présidentielle. J'ai examiné, j'aurais pu y aller moi-même, j'ai dit non. Ce qui est important, c'est de changer la donne. Changer de paradigme pour lui donner espoir. Le choix que j'ai fait, et je veux dire le choix que le mouvement Agir a fait, ce n'est pas un choix sentimental, c'est un choix objectif. Nous avons pour cela utilisé plusieurs critères, incluant, n'est-ce pas, l'occupation du candidat sur le terrain, le volume et la fréquence des meetings, l'expérience du candidat, le programme du candidat, mais surtout et par-dessus tout, la volonté et la détermination du candidat de transformer et de moderniser le Cameroun. Nous l'avons fait au sein du mouvement Agir. Sans rester, n'est-ce pas, dans un choix de mouvement, après avoir utilisé ces critères, on s'est dit on va également confier ce processus de sélection à des tierces parties. Donc, nous leur avons demandé également de classer. C'est à l'issue de cela qu'il y a eu convergence entre notre choix, notre classement et le classement tiers. Et celui qui a obtenu le meilleur score à ce moment, après avoir confronté notre choix et le choix des tiers, c'est Maurice Kamto. Et sur cette base,
nous avons décidé de lui apporter tout notre soutien. Il faut que tous les autres candidats, parce qu'ils n'ont pas démérité, et notamment les jeunes gens qui font partie, n'est-ce pas, des candidats, qui sont vraiment l'espoir de demain. Ils font un peu notre fierté, parce que s'ils ne s'étaient pas engagés dans cette bataille, même la jeunesse n'aurait pas espoir. Ils ont quelque part donné, n'est-ce pas, de l'espoir aux autres jeunes. Je veux dire notamment Cabral et Espoir Matomba. Cabral Libi et Espoir Matomba. Ils redonnent de l'espoir à leur génération. Et c'est très important que le Cameroun commence à voir émerger, n'est-ce pas, un personnel politique de remplacement, ce qui n'était pas le cas. Vous venez de suivre Christian Penda Ekoka qui quittent les rangs du RDPC pour soutenir le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle. Un autre coup de théâtre dans l'arène politique, c'est un chasseur de lions qui soutient désormais son principal adversaire politique après 26 ans passés dans les rangs de l'opposition. Jean-Jacques Ekindi compte battre campagne pour Paul Biya, président sortant et candidat à un 7e mandat à la tête du Cameroun. Le coordonnateur du mouvement progressiste estime que Paul Biya présente le meilleur profil et le meilleur programme politique pour améliorer les conditions de vie des Camerounais et les protéger contre les différents groupes armés qui sévissent dans certaines parties du Cameroun. Cependant, la trajectoire de Jean-Jacques Ekindi et cette transhumance politique suscitent des interrogations sur les véritables enjeux de ces multiples changements entre le Jean-Jacques Ekindi, qui était militant du RDPC, celui qui a rejoint les rangs de l'opposition et qui, après 26 ans, soutient Paul Biya, candidat à sa propre succession. L'analyse de la trajectoire de Jean-Jacques Ekindi, c'est dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat et Dallas Tiana. La célébrité de son parcours politique se résume dans un nom, Jean-Jacques Ekindi, et un surnom, le chasseur de lions. Une mission que le coordonnateur du mouvement progressiste s'était assigné dans les années 90, faire partie du pouvoir Paul Biya, président de la République. Secoué au pic des années de braise, marqué par le vent du multipartisme et la première élection présidentielle pluraliste de 1992. Quelque peu ébranlé par tous ces événements et la disparition brutale de son épouse, Jeanne Irène, Paul Biya se requinque le moral dans un slogan choc de sa campagne électorale. Paul Biya, homme lion, homme courage. Et c'est ce fauve que Jean-Jacques Ekindi s'était juré de capturer mort ou vif. Mais en 27 ans dans la jungle, Jean-Jacques Ekindi a plusieurs fois armé son fusil. Mais peine perdue, le lion Paul Biya à la sagesse et la raison humaine a su tout éviter, faisant même régulièrement des yeux les plus doux à son prétendu prédateur. Entre rapprochement et prise de distance d'avec l'homme du 6 novembre 82, Jean-Jacques Ekindi est devenu un des hommes politiques les plus versatiles de son temps. Pour la présidentielle 2018, j'ai l'honneur de vous déclarer que je serai candidat à l'élection présidentielle de 2018 sous la couleur du mouvement progressiste. Puis des mois après, le chasseur de lions se pose en juge des candidats de l'opposition contre Paul Biya. J'ai besoin de les connaître, de connaître leur programme et de voir avec quelle conviction ils envisagent d'améliorer la situation des Camerounais. Et pour finir des semaines plus tard, Jean-Jacques Ekindi est aux côtés de Paul Biya pour sa réélection au scrutin de ce même 7 octobre. Parti de sa fureur de chasser le lion Paul Biya, Jean-Jacques Ekindi a fini par faire beau jeu d'ami-ami avec un lion, seul maître du jeu politique depuis 36 ans. Toujours dans ce chapitre, Joshua aussi a le regard rivé vers le fauteuil présidentiel. Sur la route d'Etoudi 2018, le candidat du SDF compte battre campagne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, là où se trouvent les bastions du principal parti de l'opposition dans la perspective de remporter cette élection présidentielle. Joshua aussi qui fait également les yeux doux aux militants du RDPC. Dans plusieurs lettres ouvertes adressées à ces militants, il a critiqué le bilan de leur champion qui est également candidat à cette élection présidentielle. Face à la presse, le candidat du SDF s'est également exprimé sur des sujets brûlants d'actualité. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Pas question d'ignorer les principaux bastions de son parti. Joshua aussi, le candidat du SDF à l'élection présidentielle, ira faire campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pendant au moins un jour avec le candidat lui-même,
et les autres 13 jours avec toutes les équipes qui sont sur place. Ces équipes sont déjà mobilisées aujourd'hui et sont prêtes à entamer ce travail dès samedi. La situation sécuritaire tendue dans ces régions, du fait de la crise qu'elle traverse, ne sera donc pas un obstacle, affirme le candidat du parti de la Balance, qui se satisfait d'ailleurs de l'interpellation des leaders religieux aux différents prétendants à la magistrature suprême, de mettre l'accent sur la résolution de la crise anglophone. Ces recommandations sont conformes à ce que je présente comme programme aux Camerounaises et aux Camerounais. Et donc je me réjouis qu'ils aient cette position-là qui est naturellement favorable à ma candidature. Face à la presse, Joshua aussi, s'exprimant sur la polémique autour de la valeur du montant issu du financement public de la campagne électorale, affirme que c'est un débat vain lorsqu'on s'est préparé. Je suis surpris de voir que certains ont un problème avec les montants. Donc nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Le SDF n'a pas un candidat qui a payé pour utiliser le ticket du SDF pour être candidat. Le SDF a l'expérience des élections présidentielles et on sait très bien qu'on ne peut pas compter sur le financement public pour une campagne présidentielle. Le candidat du SDF se dit prêt à aller en campagne électorale pour une victoire certaine, ce qui le laisse serein face à un sondage donnant l'un des candidats déjà vainqueur. Les sondages sont très mauvais quand vous êtes donné vainqueur et donc tant que ce n'est pas moi qu'on donne vainqueur, c'est une très bonne chose. Le SDF s'insurge par ailleurs contre la délocalisation des bureaux de vote dans le nord-ouest et entend mener des actions pour que l'ECAM abandonne cette initiative. Joshua aussi lance sa campagne électorale ce samedi 22 septembre 2018 dans la région du littoral avec une caravane qui va partir de Douala pour plusieurs villes du département du Mungo. Alors que la campagne électorale est annoncée le week-end prochain, les partisans de Cabral Libby ont été freinés dans leur élan. Ils projettent un meeting prévu dimanche 23 septembre au stade SICAM à Douala. Et à la grande surprise, le sous-préfet de la 5e a interdit la tenue de ce meeting, invoquant la décision, le fait que ce stade était déjà occupé. Les partisans de Cabral Libby sont allés contester cette décision chez le préfet du Vouri et ils ont été déboutés. Cependant, le bras de fer est engagé entre Cabral Libby et les autorités administratives du département du Vouri. Le film de ce bras de fer raconté dans ce reportage que signe Julienne Berthe-Bissaille. À quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale, les premières tensions se dessinent entre les autorités administratives et les candidats à l'élection présidentielle. Alors que Cabral Libby prévoit son tout premier meeting dimanche 23 septembre au stade du SICAM, le sous-préfet de Douala 5e vient de l'interdire en invoquant l'indisponibilité du stade. Les organisateurs de ce meeting estiment que c'est une raison fallacieuse. Nous avons payé pour la location et l'occupation du stade SICAM dimanche de 14h à 19h. Le directeur du stade SICAM a encaissé le montant exigé. Il nous a délivré le document, je crois que vous l'avez, qui atteste de ce que le stade de SICAM est occupé de 14h à 19h le 23 septembre par le parti Univers. Jusqu'au moment où je fais cette interview, le directeur du stade ne nous a pas dit qu'il y a une contrainte qui l'amène à revenir sur sa décision. Le parti Univers et le mouvement 11 millions de citoyens décident de contester cette décision chez les préfets du Vouri. Malgré leurs contre-arguments, les partisans de Cabral Libby voient leur requête rejetée. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, puisqu'il s'agit de lui, a reçu déclaration d'une manifestation publique à se tenir au stade SICAM le 23 septembre prochain pour le compte du parti Univers et certainement son candidat à la présidentielle. Suite au refus par les ordinaires de ce stade d'abriter un tel meeting, le sous-préfet n'avait que pour seule alternative que de l'interdire. Je crois que c'est prévu par la loi. Cependant, le comité d'organisation de ce meeting pointe du doigt le rôle trouble du directeur du stade SICAM. Joint au téléphone, le mis en cause n'a pas voulu s'exprimer. Après une réunion de crise,
Le parti Univers et le mouvement 11 millions de citoyens restent déterminés à organiser leur meeting à Douala. Dans le reste de l'actualité, vous ne le savez peut-être pas, mais les maladies cardiovasculaires font de la résistance. Au moins un Camerounais sur 3 souffre d'hypertension artérielle, premier facteur à risque des maladies cardiovasculaires. Les experts en santé tirent la sonnette d'alarme à cet effet au regard de l'inefficacité des stratégies de sensibilisation et des batteries de mesures prises jusqu'ici pour réduire l'impact des maladies cardiovasculaires sur la santé des Camerounais. Reportage d'Alas Tiana et Gladys Sidier. Une étude menée au Cameroun au mois de mai 2017 révèle que 30% des Camerounais souffrent d'hypertension artérielle et 30% sont à risque de faire la maladie. Pourtant, seulement un malade sur 10 suit un traitement. Toutes les régions du Cameroun ont été concernées et on a dépisté près de 17 000 personnes. Et avec les principaux résultats que nous avons eus, c'est qu'environ un Camerounais sur 3 actuellement est hypertendu. Nous avons retrouvé environ un Camerounais sur 2 qui consomme régulièrement de l'alcool. Et très peu, un Camerounais au moins sur 25 était victime d'un accident vasculaire. Donc en fait, ça fait que les chiffres sont assez alarmants et nous interpellent. La courbe est donc ascendante lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires, d'où l'accent qui a été mis pour cette 6e journée du cœur sur la prise de conscience générale. Notre population, malgré tout, va vieillissante et au fur et à mesure que l'âge augmente, le nombre de maladies cardiovasculaires va augmenter également. Il y a notre mode de vie avec une urbanisation qui est de moins en moins bien contrôlée, avec la sédentarité, avec une alimentation qui est de plus en plus pauvre en fruits et en légumes, une consommation de tabac et une consommation excessive d'alcool. Et il faut rajouter à cela l'inactivité physique qui font que les maladies cardiovasculaires vont galopantes. La lutte contre les maladies cardiovasculaires est individuelle mais aussi collective et elle passe par l'éradication des ennemis du cœur. Parmi eux, le tabac, responsable de 5% de décès de patients souffrant de maladies cardiovasculaires, tout comme l'obésité, responsable de 64% de décès des patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Et on s'est rendu compte aussi qu'on avait pratiquement un Camerounais sur 3 aussi qui souffrait d'une obésité et un Camerounais sur 3 qui était en surpoids. Donc on peut dire, si on associe surpoids et obésité, facilement on va se rendre compte qu'on va toujours faire exploser, n'est-ce pas, les maladies cardiovasculaires par l'hypertension artérielle et les AVC. Le tableau n'est pas si sombre cependant, selon les experts qui estiment que 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Il suffit pour cela d'adopter au quotidien des gestes simples tels qu'une bonne hygiène alimentaire ou encore la pratique du sport, entre autres. La vente des médicaments de la rue prend de l'ampleur au Cameroun. À Bertois, la douane a saisi un important stock de médicaments de la rue, 3 tonnes, qui ont été détruits au cours d'une opération menée par la douane, valeur estimée à 35 millions de francs CFA. Également, du chanvre indien y a été trouvé dans cette cargaison de médicaments de la rue. Des précisions avec Benjamin Issam. Dans ces flammes, 3 tonnes de médicaments impropres à la consommation. Il s'agit des produits dont la détention, le transport, le stockage sont réglementés. Quand on parle de médicaments, nous sommes tous d'accord que c'est des produits qui doivent être manipulés par des professionnels de la santé. Parce que quand les produits sont manipulés par des mains non autorisées, cela pose un grand danger. Il s'agit notamment des médicaments contrefaits, des cigarettes de contrebande, whisky frelaté, emballages non biodégradables, des moustiquaires non imprégnés, mais surtout 81 200 comprimés de tramadol. Ajoutons-y 10 kg de chanvre indien. Lorsqu'on consomme des médicaments qui sont impropres à la consommation, les patients risquent plusieurs choses. D'abord, que la maladie pour laquelle ce produit est supposé apporter des solutions ne sera pas guérie. Et 2, il y aura des complications. Les complications peuvent être des complications hépatiques ou des complications rénales. Et des complications rénales ou hépatiques qui peuvent être fatales à la vie même
des individus. Ces médicaments ont été saisis lors des opérations de contrôle des services de la douane en collaboration avec la police. La douane est là pour sécuriser notre milieu de vie, notre espace économique. Et la douane fait aussi ce travail en assistance aux autres administrations, notamment l'administration de la santé. Qui tente de désamorcer une grogne sociale dans le secteur forestier, des syndicats qui menacent de paralyser les activités en cas de non-amélioration des conditions de travail des ouvriers. Mais les employeurs du secteur forestier évoquent une baisse du chiffre d'affaires pour refuser d'augmenter les salaires. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a essayé de jouer les arbitres tant bien que mal. Évocation dans ce reportage signé Marcelin Gansap. Pour les travailleurs des entreprises d'exploitation et de transformation des produits forestiers et activités annexes, le bout du tunnel n'est pas pour demain. La révision de leur convention collective coince avec la suspension de la participation du groupe des employeurs. Le point d'achoppement est la revalorisation salariale que les patrons n'entendent pas de cette oreille, évoquant la mauvaise santé économique des entreprises du secteur bois. Normalement, ça ne devrait même pas coincer au niveau de la grille salariale, puisque lors de la révolution du SMIC au Cameroun, en accord avec le ministre et avec toutes les parties prenantes, ils avaient signé augmenter la grille de salaire, de payer au lieu de 36 200 francs SMIC camerounais, mais 50 000 francs en zone forestière. Ça ne concorde pas peut-être parce qu'ils disent que c'est le climat économique des entreprises aujourd'hui que nous ne maîtrisons d'ailleurs même pas. On ne sait pas en quoi ça coche. C'est une pilule très amère pour les travailleurs qui ont misé sur la révision de leur convention collective pour améliorer leurs conditions de vie. Lorsque nous avions eu des augmentations des choses ici, nous sommes restés dans l'espoir que ce n'est que la convention qui viendrait améliorer la condition du travail dans le secteur bois. Il y a eu augmentation du prix territorial, il y a eu augmentation du panier de la ménagère et tout. Nous sommes restés scellés à l'ancienne convention dont nous avions tout espoir avec la nouvelle qui devait sortir. Au jour d'aujourd'hui, ça traite et nous, on est tellement ébahis, on ne comprend rien. Interpellé, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale joue la carte de la tempérance. Je ne souhaite pas vous dire que la convention collective coince. Les parties sont en cours de négociation. Donc la négociation se poursuit. Attendons de voir. Il n'y a pas eu de rupture pour dire que ça coince. Je les encourage à poursuivre. Au-delà de cette préoccupation, le gouvernement veut s'assurer que la promotion du travail décent est une réalité en entreprise. Voilà qui justifie les visites que Grégoire Oona multiplie dans certaines structures et autres chantiers d'envergure. Je voudrais me réjouir de constater que nous avançons au Cameroun sur la notion de travail décent et que les progrès sont faits. Nous espérons que nous allons poursuivre ce chemin vers le travail décent et vers la prospérité que nous souhaitons tous. Le travail décent repose sur plusieurs piliers, parmi lesquels la protection sociale, l'application des normes internationales du travail, le dialogue social, la liberté syndicale, l'égalité de chances et la sécurité sur le lieu de travail. Sur ces différents terrains, il y a encore fort à faire au Cameroun, en dépit de quelques progrès. Le problème d'établissement d'actes de naissance se pose avec acuité en milieu rural. C'est le cas dans le département du Nion-Ekele, là où le ministre de la promotion de la femme et de la famille s'y est rendu pour remettre des actes de naissance à quelques enfants. Mais ils sont encore nombreux, ceux-là qui ne disposent pas de ce document juridique qui leur permet d'exister. Des précisions avec Joël Niem et Julienne Berthe-Bissaille. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour plus de 1000 enfants du département du Nion-Ekele, région du centre. Ils viennent de recevoir leur tout premier document de la vie, l'acte de naissance. Un précieux document qui leur donne désormais l'accès à l'éducation, la santé et l'appartenance à la nation camerounaise. La cérémonie officielle de remise des actes de naissance à ces enfants vient ainsi mettre un terme à leur exclusion au sein de la société. Le bien fondé de cette cérémonie, c'est de donner une existence légale à des innocents de tout âge, vous les avez vus,
moins d'1 an et adolescents qui jusqu'alors n'existaient pas pour nous. Donc le message c'est que tout enfant doit avoir un acte de naissance le plus tôt possible après sa naissance. Le délai a été prorogé de 30 à 90 jours. Les procédures ont été simplifiées. Il n'y a plus aucune raison pour que les parents négligent les enfants à ce point. Cette grande opération, qui joue les prolongations de la célébration de la 28e édition de la Journée de l'enfant africain, s'est déroulée en présence des responsables du Bureau national d'état civil de la localité. Nous expérimentons avec le concours de l'UNICEF, notre partenaire public et financier dans le domaine, un nouveau processus, une nouvelle démarche appelée enregistrement universel de naissance. Je vous ai cité les innovations qui ont été apportées dans le cadre de ce nouveau projet. L'événement, qui n'est pas le premier du genre au Cameroun, est une interpellation aux parents à plus de responsabilités. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Joshua Nambangui aussi ira battre campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest de Nouvelé. Il ne compte pas abandonner ce bastion électoral du SDF malgré la crise qui fait rage dans ces deux régions du Cameroun. Il compte s'y rendre l'un de ces jours sur les 14 jours prévus pour la campagne électorale et ses équipes, dit-il, seront présentes tous les jours pour mobiliser les militants afin qu'ils votent en sa faveur le 7 octobre prochain. Financement public de la campagne électorale, toujours Joshua aussi, il pense que le SDF ne devra pas compter sur cet argent. Il a évoqué l'expérience de son parti politique dans le cadre des élections présidentielles pour tenser l'attitude des autres candidats à cette élection qui jugent ce montant insuffisant. En connaissance de cause, le SDF qui s'est d'ores et déjà préparé pour battre campagne derrière son champion Joshua aussi cette année pour cette élection présidentielle. Cependant, il n'a pas dévoilé officiellement le chiffre des financements qui ont été mobilisés pour sa campagne qui s'ouvre dès samedi à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Voilà, c'est donc l'essentiel du débrief, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric Nouvelé. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà, nous on va continuer sur ce plateau, madame, monsieur, toujours en campagne des experts. Ce sera pour le débrief.